Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce soir, nous allons vous parler d'un sujet important qui nous concerne tous, l'environnement. Pas une semaine dans le monde sans qu'on ne parle du climat qui se dérègle, de la planète qui se réchauffe et de la biodiversité qui disparaît. Si l'Afrique n'est responsable que de 3,8% des émissions totales de gaz à effet de serre dans le monde, c'est le continent le plus menacé par les changements climatiques. Exemple, selon une étude de la Banque mondiale, une hausse des températures de 2 degrés d'ici les années 2040 entraînerait une réduction de 40 à 80% de la surface cultivable. Face à ce constat, des États mais aussi des entrepreneurs font le pari de l'économie verte. Comprenez, une économie moins polluante tout en étant pourvoyeuse d'emplois. Au sommaire ce soir, enquête sur les entrepreneurs verts de Côte d'Ivoire. Ils sont une centaine à s'être lancés dans des domaines différents tels que l'énergie, le recyclage, le transport et la protection de la forêt. Leur particularité, parier sur des produits innovants, maisons écologiques en briques de terre comprimées, graines mystérieuses qui auraient le pouvoir de reboiser les forêts. Ces entrepreneurs veulent gagner de l'argent tout en sauvant la planète. Puis nous vous emmènerons au Sénégal pour un reportage exclusif au cœur du parc de Taïba Ndiaye, le premier projet éolien à grande échelle lancé en Afrique de l'Ouest. Un projet colossal à 200 milliards de francs CFA, entièrement financé par des investisseurs privés, qui va permettre au Sénégal d'augmenter sa production d'électricité de 15%. Une électricité non polluante produite grâce à une ressource quasi inépuisable, le vent. La Côte d'Ivoire s'est engagée à réduire de 28% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Une volonté politique qui nécessite des actions concrètes au niveau économique. Le pays a plus que jamais besoin d'entrepreneurs pionniers qui font le pari de la protection de l'environnement. C'est le cas des femmes et des hommes que nous allons vous présenter maintenant. Vous allez le voir, ils font preuve d'audace et de créativité, ils ont des convictions et ne lâchent rien, même si les obstacles sont nombreux sur leur chemin. Les entrepreneurs verts, un reportage de Yao Sansan, Gislain Nonsa et Oscar Noël Sangan. Ce matin, à Cocody, cette femme vient suivre l'évolution d'un chantier. Un immeuble qui doit être livré d'ici quelques mois. Bonjour, vous allez bien? Ça se passe bien? Surprise, ici le principal matériau utilisé pour la construction n'est pas le ciment, mais la terre. Nos briques qu'on appelle communément les blocs de terre comprimés stabilisés, vous voyez déjà ça fait 12 kilos. La différence ici, il y a 65% de latérite et 10% de ciment. Tandis que dans les agglos ordinaires, c'est plus le ciment, voilà, c'est plus de ciment avec le sable, voilà, qui constitue la brique. Madame Nobou est la patronne de la société de construction qui a fait le choix de la latérite. Un matériau abondant en Côte d'Ivoire qui nécessite beaucoup moins de production d'énergie pour sa fabrication que le ciment. Le ciment, matériau incontournable pour accompagner la croissance rapide des villes. 4 milliards de tonnes de ciment sont produites chaque année dans le monde, mais un matériau très polluant. Sa production nécessite une forte consommation de fioul et de grandes quantités d'électricité. 8% des émissions mondiales de CO2 résultent de la fabrication de ciment. L'entreprise de Madame Nobou est ce qu'on appelle une entreprise verte. Comprenez, une entreprise respectueuse de l'environnement. Elle n'est pas seule sur ce marché en Côte d'Ivoire. Une centaine d'entrepreneurs se sont également lancés dans des domaines tels que l'énergie, le recyclage, le transport et la protection de la forêt. Leur particularité, parier sur des produits innovants. Maisons écologiques en briques de terre, graines mystérieuses qui auraient le pouvoir de reboiser les forêts. Tous ces entrepreneurs veulent faire du business tout en sauvant la planète. Mais sur leur chemin, de nombreux obstacles, parmi lesquels le manque de financement. Bienvenue dans l'univers des entrepreneurs verts. Cette cliente se rend au siège d'OL Construction pour s'informer sur les maisons en blocs de terre comprimés.
Madame. Bonjour, Madame Rico, comment vous allez? Ça va, merci. Merci. Asseyez-vous. Merci. J'ai entendu parler de cette méthode-là en Afrique du Sud, mais voir ça comme ça en Côte d'Ivoire, c'est la première fois. Donc je suis venue un peu me renseigner sur vos cours, sur la méthode et puis sur la résistance même du produit. Madame Nobou déroule ses arguments de vente. Quand je reçois une cliente, le premier avantage que je mets en exergue, c'est d'abord le côté confort de la maison. Parce qu'une maison confortable, une maison où on peut bien vivre, où on a une longueur de vie aussi. D'abord ça. Et ensuite, il y a le coût. Voilà, quand la personne sait qu'il économise quand même 20 à 30% sur le coût de sa maison, quand même c'est prenable. 20 à 30% d'économie, c'est l'argument choc. Là où une maison en briques de ciment coûte 10 millions de francs CFA, la maison en briques de terre coûterait 7 millions. Nous utilisons 10% de ciment dans la fabrication du bloc. Alors, vous devez savoir que le ciment est l'élément le plus coûteux dans les blocs ou dans la construction même. Ce n'est pas tout. Ces maisons protégeraient de la chaleur grâce à des matériaux isolants et nécessiteraient donc moins de climatisation, avec à la clé des économies d'énergie pour la planète et pour la cliente. Vous n'êtes pas sans ignorer que les factures de l'électricité sont insupportables en Côte d'Ivoire, c'est très cher. Donc une maison dans laquelle vous ne pouvez pas laisser le climatiseur toute une journée, c'est déjà un avantage. Séduite, mais pas encore convaincue. En effet, dans l'imaginaire populaire, ces maisons en terre restent encore associées aux maisons que l'on trouve dans les villages. Direction Bingerville, sur le chantier d'une maison presque achevée. Ici, un immeuble de 6 appartements d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Aujourd'hui, les ouvriers s'attellent aux dernières finitions, sous le regard de la patronne. Ce type de bloc-là, vous voyez, ce mur, on a vu que c'est monté de manière auto-bloquante. Après, ici sont les finitions, on a mastiqué, ici on a mis le vernis et tout. Et vous remarquez que voilà, ça ne tombe pas, hein, c'est très solide et les balles ne peuvent pas traverser ce type de bâtiment. Plus de 100 ans, vous viendrez, ce bâtiment il est là. Malgré les atouts des maisons écologiques, construire en briques de ciment continue d'être la norme en Côte d'Ivoire. Une norme que Madame Nobou veut inverser. Elle réalise aujourd'hui une centaine de maisons par an pour un chiffre d'affaires de 500 millions de francs CFA. Moi, je pense que ce type de construction va, dans le temps, plus tard, va inonder l'Afrique, surtout la Côte d'Ivoire. Parce que, étant donné qu'il est écologique et coûte moins cher, aujourd'hui, ce type de matériel qui peut répondre à la problématique du logement en Côte d'Ivoire. Si certains misent sur des techniques de construction écologique, d'autres entrepreneurs font le choix d'investir dans la reconstitution de la forêt. La forêt, dont le rôle est essentiel dans la lutte contre le changement climatique, car elle permet de stocker le carbone. Bingerville, à 10 km d'Abidjan. Nous sommes au jardin botanique. Ce matin, cette femme et son équipe sont venues avec un sac au contenu pour le moins original. À l'intérieur se trouve tout le nécessaire pour planter des arbres. Ce sont des graines appelées seed balls. Ce sont ces balles-là. Ce sont des balles de graines. Alors, le principe, c'est une graine qui est mise à l'intérieur dans une espèce de coque protectrice. Il y a des nutriments, il y a plein de choses à l'intérieur qui permettent en fait à la graine d'attendre juste de recevoir l'élément manquant, c'est-à-dire l'eau, pour commencer à germer. Il suffit de lancer ces graines sur l'espace à reboiser. Au contact de la pluie, elles vont germer comme ces plants sortis de terre 6 mois après la récente opération de reboisement sur ce site. Dans des dizaines d'années, ils deviendront de grands arbres. Une technique qui pourrait contribuer au reboisement de la forêt ivoirienne, car il y a urgence. La Côte d'Ivoire a perdu 80% de ses forêts en un demi-siècle. Le pays ne compte plus aujourd'hui que 2 millions d'hectares de forêt. Son taux de déforestation est l'un des plus rapides au monde. Le reboisement,
s'est imposé pour Madame Traboulsi comme une nécessité, un combat. On a perdu plus de 80% de notre couvert forestier. Et on ne le voit pas comme ça parce qu'on a l'impression qu'on est un pays vert, mais en fait on ne l'est plus depuis déjà quelques années. On a énormément perdu et le challenge là, c'est d'aider à remonter. Mais les besoins sont tellement énormes qu'en fait, avec la méthode classique, ils y arriveront, je vais dire jamais. Une technique découverte au Kenya qui tranche avec la méthode classique de reboisement basée sur la culture de pépinière. La différence avec les seed balls, c'est que pour disséminer des seed balls, on n'a pas besoin de nettoyer un espace. Donc on a un grand gain de temps. On n'a pas besoin d'avoir des pépinières parce qu'en fait ça, c'est une pépinière ambulante. Il y a une économie de temps, il y a une pénibilité de la tâche qui est complètement annulée et on peut reboiser de grandes surfaces en très peu de temps. Voilà. Notamment avec l'épandage aérien. La technique des seed balls coûterait presque 3 fois moins cher. Pour reboiser 1 hectare de forêt avec des pépinières, le coût est d'environ 800 000 francs CFA. Tandis qu'avec les seed balls, on reboise la même superficie pour seulement 250 000 francs CFA. Cette opération, réalisée ce jour-là pour le compte d'une ONG, est gratuite. Mais ce n'est pas toujours le cas. Madame Traboulsi a atteint 80 millions de chiffre d'affaires en 6 mois d'activité. Son principal client, l'État de Côte d'Ivoire, qui envisage d'investir plus de 600 milliards de francs CFA pour planter des arbres. Et pour cause, il y a beaucoup à faire. Grâce à ce marché au fort potentiel, Madame Traboulsi entend contribuer à la renaissance de la forêt ivoirienne. Quartier de Cocody, dans un département du ministère de l'Environnement. Ce matin, se tient une réunion organisée par le Green Cluster. Cette nouvelle plateforme, créée il y a 8 mois, réunit une 50aine de PME vertes. Pour l'occasion, banquiers et acteurs des pouvoirs publics ont été invités à participer aux discussions. Et rapidement, le débat se tend. Argument contre argument, les deux parties s'affrontent. Nous retrouvons Madame Traboulsi, la fondatrice de Seed Balls. Notre protectrice de la forêt interpelle les banquiers. Je plante des arbres. Quand j'ai commencé, tout le monde m'a dit « Quoi, planter des arbres? Mais tu gagnes de l'argent où ?» J'ai quand même fait mon petit bonhomme de chemin. Figurez-vous que, je vais dire un nom de banque, je ne sais pas si c'est permis, la Société Générale m'a appelé, mais ce n'est pas la Société Générale Abidjan, c'est la Société Générale France qui a demandé à la Société Générale Abidjan de m'appeler pour pouvoir m'accompagner dans mon activité. Parce qu'eux, ils ont compris plus vite que ceux d'ici, ce qu'on représentait dans notre activité. Donc, je vais dans le sens de la dame, il faut que vous update un peu votre logiciel et que vous suivez. Mais c'est juste que je dis, s'il n'y a pas au niveau de votre secteur, par exemple, c'est ce qu'on est en train de faire ici, mais c'est juste que je dis, vous êtes des PME, vous devez être organisés. Tous les secteurs qui sont organisés sont mieux accompagnés. Un secteur bancaire accusé de ne pas financer les PME vertes, des PME vertes pointées du doigt en retour pour leur manque d'organisation. Aujourd'hui, seules quelques banques pionnières ont ouvert des lignes de financement pour les entreprises vertes. Mais c'est encore loin d'être suffisant. Pour Marc Dobré, président du cluster, il faut un meilleur dialogue entre les acteurs. Nous voulons que le financement des PME et des PME vertes devienne une réalité. Donc c'est ce à quoi nous travaillons tous les jours avec les différents mécanismes et outils financiers qui peuvent exister. Et c'est pour ça que nous mettons en place aussi tous ces éléments de dialogue, parce que les pouvoirs publics doivent être impliqués, les banques et les établissements financiers doivent être impliqués, les investisseurs doivent être impliqués, tous les acteurs qui peuvent permettre l'émergence justement de ces PME vertes doivent être impliqués. Convaincu de l'importance de faire croître cette économie verte et conscient des difficultés de financement du secteur, Marc Dobré a créé une société de conseil dédiée exclusivement aux acteurs de la sauvegarde du climat. Comment tu vas? Très bien, ça va? Ce jour-là, il reçoit l'un d'entre eux. On a vraiment besoin de votre appui. C'est vrai, d'un appui financier, mais aussi d'un appui technique pour nous aider à avoir les équipements qu'il faut. Cet homme a besoin de 200 millions de francs CFA pour accroître de 300 à 5000 tonnes par jour sa production de charbon écologique.
Ce charbon, produit à partir de déchets liés à la culture du cacao, représente une alternative au charbon de bois qui nécessite de couper des arbres et contribue donc à la déforestation. Problème, les idées ne suffisent pas, il faut de l'argent. Et c'est là que Marc Daubré intervient. On pense que 200 millions, ce n'est pas un montant si important que ça dans les ressources de la finance climatique. Mais il faut pouvoir trouver le bon mécanisme, le bon arrangement, le bon montage pour pouvoir y accéder. Il va donc aider son client à solliciter un financement auprès des banques, mais aussi de différents fonds verts, c'est-à-dire des mécanismes financiers pour soutenir les actions des pays en développement contre les réchauffements climatiques. Ces fonds existent, mais sont difficiles à capter. En contrepartie, M. Daubré recevra une commission allant de 5 à 10%, soit entre 10 et 20 millions de francs CFA. S'il reçoit un financement, ce sont des profits pour ce chef d'entreprise, mais surtout, un petit pas franchi pour la sauvegarde de la planète. Il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui se projette sur une longue période pour comprendre qu'effectivement, nous sommes en train de disparaître. Nous sommes en danger. Voilà. Nous allons laisser quoi à nos enfants quand ils vont nous poser la question de ce qu'ils sont en train de vivre. Et c'est pour cela, nous, comme Marc l'a dit, moi je suis très optimiste. J'y crois. Pas un instant, je doute que ce que nous sommes en train de faire va véritablement porter. Concilier business et protection de l'environnement, c'est l'objectif de ces entrepreneurs pionniers. Des entrepreneurs verts, conscients que l'Afrique est plus que jamais concernée par le réchauffement climatique et que les solutions doivent venir des femmes et des hommes du continent. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'accueille Marc Daubré, président du cluster PME Verte de Côte d'Ivoire, Alamdoun Dorsouma, chef de la division Climat et Croissance Verte à la Banque africaine de développement et enfin le docteur Roger Ngbra-Nguessan, expert international en énergie propre et finances vertes. Bonsoir messieurs. Et merci d'être là ce soir sur le plateau de Made in Africa. Alors pour commencer, docteur, petite définition de l'économie verte, qu'est-ce que c'est ? Toute économie va émettre des émissions, va émettre des gaz à effet de serre, qui sont les gaz que nous voyons à travers l'utilisation des véhicules, l'utilisation des équipements pour produire nos biens et services. Passer d'une économie ordinaire à une économie verte, c'est faire en sorte que cette économie, quel que soit le secteur d'activité, les émissions qui sont liées à ce secteur soient les plus faibles possibles et réduisent. Donc si nous prenons le cas de l'agriculture, nous allons développer une agriculture qui soit moins consommatrice d'engrais, en utilisant des variétés qui résistent de manière naturelle. Donc on est dans l'économie, on fait peut-être du business, mais on est de plus en plus respectueux de l'environnement. Exactement. Très bien. Alors, monsieur Dorsouma de la BAD, c'est quoi, en quelques mots, votre définition de l'économie verte ? Alors, pour faire simple, je pense que l'économie verte, c'est une économie qui permet de promouvoir les opportunités économiques, tout en assurant la préservation de l'environnement et assurer l'action climatique. Et il y a un élément important également dans l'économie verte, c'est l'équité sociale. Donc, en gros, nous nous retrouvons dans une économie qui fait la promotion du développement durable. Parlons donc de la réalité de l'économie verte en Côte d'Ivoire. Marc Daubré, qu'en est-il ? Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience ? Est-ce qu'il y a des acteurs qui sont impliqués ? Si oui, combien ? On est dans une situation quand même où nous sommes au début d'un processus. Nous sommes au début de quelque chose qui est de toute façon une marche inévitable si nous voulons que la Côte d'Ivoire, notre pays, puisse se développer de façon plus durable, de façon plus saine. Vous parliez de la définition de l'économie verte. Il faut la regarder bien sûr pour nous sous l'angle des affaires, du business, mais pour le citoyen sous l'angle de la vie de tous les jours. C'est donc une économie dans laquelle le citoyen pourrait non seulement bénéficier d'une énergie abondante, mais à bon marché, et une énergie non polluante, c'est l'énergie solaire, c'est aussi l'efficacité énergétique, mais dans laquelle le transport lui aussi pourrait être durable, de telle sorte qu'Abidjan ne soit plus une ville aussi polluée. Oui. C'est une économie dans laquelle aussi on pourrait avoir une agriculture, on va dire climato-compatible, mais dans laquelle le rythme des saisons serait plus maîtrisé
et permettra à l'agriculteur de mieux faire son métier. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir le nombre d'acteurs dans vos nous, sur la base justement de notre initiative, le Green Cluster, nous avons mené une étude. On a une base d'entrepreneurs verts d'une centaine d'entreprises. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il faut regarder, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des activités qui adressent principalement les secteurs de l'économie verte. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce niveau. Il faut regarder aussi toutes les entreprises qui peuvent elles-mêmes intégrer les comportements verdisants, qui peuvent ou bien adopter... Donc du coup, potentiellement, on a toutes les entreprises... Absolument, absolument. Alors, je vous propose donc cette infographie qui montre les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, j'aimerais que vous puissiez voir en Côte d'Ivoire, d'abord l'agriculture, ensuite l'énergie, vous allez voir tout ce qui est électricité, dans les transports, le pétrole, le gaz et tout ça, et ensuite les déchets. Comment est-ce que vous pouvez commenter ce classement qui quand même date de 2010 ? Alors, c'est toujours le même ordre. Oui, les tendances sont les mêmes. Vous avez choisi effectivement deux secteurs importants pour moi ici. L'agriculture reste pour la Côte d'Ivoire le secteur le plus important. Parce que si nous prenons l'année de référence 2012, lorsque la Côte d'Ivoire a préparé sa communication pour la COP 21, on a identifié l'agriculture comme étant le secteur qui apporte 24% du PIB et dont l'émission de CO2 est également le plus important. Suivi d'autres secteurs, je vais mentionner également le secteur de l'énergie. Oui. La production d'énergie en Côte d'Ivoire reste essentiellement une production à base du thermique. Et la partie hydroélectricité ne représente que 24 à 26%. Donc pour l'instant, notre électricité que nous consommons est essentiellement une énergie qui est polluante. Et nous avons pris l'engagement, à travers la COP 21, l'accord de Paris, de passer d'un seuil à 42% du seuil actuel, qui est autour de 24 à 26% d'énergie renouvelable, à 42%, qui est un effort extraordinaire d'ici 2030. Les déchets, il faut mettre les chiffres. Regardez un peu le rapport INDC de Côte d'Ivoire. Il faut mettre les chiffres. Les déchets ne sont pas forcément les secteurs les plus importants. Cependant, si nous ne faisons rien, effectivement, les zones urbaines seront totalement polluées par les déchets. Alors, dites-nous, Marc Daubré, on a vu tout à l'heure des entrepreneurs, certains dans le reboisement, d'autres dans d'autres secteurs carrément, donc dans l'énergie. On a vu aussi dans la construction de bâtiments. Alors, c'est des secteurs différents, mais une chose qui les rassemble, c'est quoi? Alors, le point commun, on va dire que c'est l'économie verte, mais déclinée au niveau de la lutte contre le changement climatique. Oui. La réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est vraiment une bataille tous azimuts de tout type d'acteurs. Nous, en tant que PME verte, nous voulons apporter notre contribution. Alors, justement, pour le reboisement, on a découvert cette dame qui fait des seed balls. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'elle est pionnière? Est-ce qu'il faut favoriser ce genre d'activité, par exemple? Oui, je pense que tout ce type d'activités qui permettent justement de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et promouvoir l'économie verte vont dans la bonne direction. Mais ce qu'il faut regarder aussi, nous avons des entreprises, des PME, qui sont bien plus petites, mais qui sont aussi dans la production de pépinières. Il y a de la place pour tout le monde. Alors, vous voulez réagir quand même sur la question du reboisement? On a vu cette technologie, les seed balls. Vous la connaissiez? Oui, effectivement, c'est parti du fait que le Kenya est un pays qui est très en avance du fait de l'intérêt des bailleurs de fonds pour ce pays et surtout du fait qu'il y a beaucoup de militants en environnement. Vous vous souvenez de la dame qui a eu le prix Nobel. Donc le Kenya s'est senti vraiment une mission de vulgariser cette technologie. Aujourd'hui, dans notre économie, on a vu la vitesse avec laquelle a disparu notre forêt. Est-ce que c'est stratégique aujourd'hui? C'est stratégique parce que nous sommes premiers producteurs de cacao. On parle à peu près de 2 millions de tonnes par année. Et vous savez que les plantes d'ombrage sont essentielles pour maintenir le niveau de productivité par hectare. Voilà. Donc si vous semez des graines ou si vous plantez des arbres dans les forêts, dans les champs de cacao, vous faites encore plus de bien à votre environnement et vous augmentez le rendement à l'hectare. Et donc ce sont ces techniques qui vont apporter beaucoup aux cultivateurs, aux planteurs de cacao. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation en Côte d'Ivoire ou en Afrique, est-ce qu'aujourd'hui, on peut confirmer que le secteur de l'économie verte est un secteur qui est pourvoyeur d'emplois? Monsieur Dorsouma. C'est une économie qui est très pourvoyeuse d'emplois, mais à condition que ce soit des emplois qui contribuent à la préservation de l'environnement et également à l'action climatique.
nous avons vu dans le reportage. Et donc, il y a une panoplie de secteurs où les emplois verts constituent beaucoup d'opportunités. Quand on vous écoute, c'est très intéressant. On se rend bien compte qu'il faut sauver la planète. Il y a des projets pour sauver la planète. Cependant, l'accès au financement paraît difficile. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui, docteur Mbara-Nguessan, qu'il y a des financements ou alors des difficultés à avoir accès à ces financements? Ok. Je pense que les financements dits verts, c'est-à-dire les financements qui sont dédiés aux entreprises qui travaillent dans ce secteur-là, existent, y compris au niveau des banques commerciales et des organismes internationaux. Ces financements existent. Au niveau des banques commerciales, bonne nouvelle. Voilà. Ces financements existent cependant. Tout à l'heure, lorsque nous nous sommes rencontrés, nous avons essayé d'échanger. Nous avons mentionné une chose importante. Il faut des bons projets. Des bons projets au sens du banquier, c'est un projet qui est bancable. Donc, il passe au crible d'un certain nombre de critères. Ils ne sont pas si nombreux que ça, ces critères-là, pour un banquier. C'est que votre projet, au niveau technique, tient la route pour vous permettre de rembourser. Il faut qu'il soit rentable. Alors, Marc Dobré, vos projets sont bancables. Oui. C'est bien monté. Oui, a priori, oui. Mais nous avons besoin... Le banquier, il recherche deux choses. Je veux savoir ce que ça veut dire a priori. Ça veut dire que... Oui, parce que le banquier regarde toujours le risque et le profit, essentiellement. Il se trouve que les PME, aujourd'hui, n'ont pas toujours la capacité de monter des dossiers qui répondent à ces deux critères. L'idée, c'est de dire qu'à partir du moment où le marché est là, à partir du moment où l'opportunité est là, il faut accompagner la PME pour la renforcer, lui permettre de monter, d'avoir un dossier bancable, parce que le potentiel est là, il existe. Alors, est-ce que déjà, il y a des lignes de crédit au niveau de la Banque africaine de développement, M. Dorsouma? La BAD dispose justement des lignes de crédit verts, qu'on appelle verts. Maintenant, c'est à peu près combien l'enveloppe? Bon, je ne peux pas donner une enveloppe comme ça en ce moment, mais nous logeons par exemple au sein de la banque un certain nombre de fonds verts, de fonds climatiques, notamment le fonds vert pour le climat, le fonds pour l'environnement mondial, le fonds d'adaptation et également d'autres fonds que nous avons créés qui fournissent de l'assistance technique et également de l'assistance financière à un certain nombre de projets. Donc on confirme que vous disiez qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Bon, comment on fait pour avoir accès à cet argent? Alors pour avoir accès à l'argent, comme il a si bien dit, c'est la bancabilité des projets. Souvent c'est là où nous pêchons un peu en Afrique, d'arriver à monter des projets qui puissent remplir les cases, qui puissent répondre aux critères de durabilité, des critères d'additionnalité environnementale et climatique, des critères de rentabilité également. Vous aussi, ça fait des années que vous êtes dans le financement aussi des entreprises vertes. Alors aujourd'hui, quels sont vous appelez ça des guichets, c'est ça qui existent? Quels sont les différents fonds qui existent qu'on peut capter? Est-ce qu'on peut avoir un petit panorama des fonds qui existent? Les fonds, la nature des fonds diffère en fonction des objectifs. Voilà. Il existe ce qu'on appelle des subventions qui sont au niveau international, qu'on appelle des grants, et chaque guichet publie régulièrement des éléments d'information. Il en existe beaucoup pour les PME. Par exemple, je travaille comme consultant pour le compte de Power Africa, un programme de l'USAID, coopération américaine. Effectivement, régulièrement, il existe ces mécanismes-là. Donc, les dons. Il faut qu'au sein d'un cluster comme le Green Cluster, le cluster vert que anime notre frère Dobré Marc, qu'il y ait une expertise qui soit développée pour faire cette veille scientifique et technique pour donner l'information PME. Nous, au niveau de la BAD, ce que nous faisons en ce moment, et mon ami ici le sait, nous sommes en train de mettre en place un processus pour accompagner les PME à identifier les opportunités de financement, des opportunités de projets qui puissent recevoir des financements verts. Ça peut être dans 2 ans, 3 ans, mais il va falloir qu'on fasse ce travail-là de screening pays par pays. Qui est urgent. Qui est urgent, mais il faut faire ce travail-là. Il faut le faire. Alors, vous savez que le docteur Mbara-Nguessan va devoir nous laisser. Au moins, dernière question pour vous. On sait que la Côte d'Ivoire envisage de réduire ses émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 28% d'ici 2030. De quelle façon? C'est quoi la feuille de route? La feuille de route, en tout cas, telle qu'il est exprimé dans le document de la COP21 que la Côte d'Ivoire a présenté, c'est de faire l'effort nécessaire pour réduire de 28% ses émissions par rapport à l'année de réforme de 2012 dans certains secteurs d'activité.
pour peu que la communauté internationale accompagne le processus. Et l'un des secteurs qui a été identifié comme le plus porteur, c'est le secteur de l'énergie. Et je vous ai mentionné que si notre mix énergétique aujourd'hui, il est essentiellement du thermique, on veut passer en 2030 à 42%. C'est-à-dire que notre parc de centrales solaires, notre parc de centrales biomasse énergie, notre parc de centrales hydroélectriques doit progressivement augmenter chaque année. C'est une transition toute trouvée pour entrer dans notre second sujet. Et là, nous vous emmenons maintenant dans la région de Thiès, à une centaine de kilomètres au nord-est de Dakar, au Sénégal. Une vaste plaine agricole et rurale qui, depuis quelques semaines, s'est métamorphosée avec l'apparition de 46 éoliennes réparties sur 40 hectares, l'équivalent de 60 terrains de football. Il s'agit là du premier projet éolien à grande échelle lancé en Afrique de l'Ouest, un projet à 200 milliards de francs CFA qui montre l'ambition du Sénégal de devenir un pays leader en matière d'énergie renouvelable. Au total, 25 à 30% du mix énergétique, à savoir l'énergie consommée au Sénégal, serait composé d'énergie renouvelable. Taïba Ndiaye, le pari de l'éolien, un reportage signé Thomas Diego-Badia et Oscar Noël Sangan. La région de Thiès, à une centaine de kilomètres au nord-est de Dakar. Une vaste plaine agricole et rurale qui, depuis quelques semaines, arbore un nouveau visage. Au beau milieu des manguiers et des champs de manioc, d'immenses mâts d'acier surplombent désormais le paysage. Alors là, on est en dessous de la turbine E37 du parc éolien de Taïba Ndiaye. En effet, c'est le plus grand parc éolien en construction aujourd'hui dans toute l'Afrique de l'Ouest. Au total, 46 éoliennes réparties sur 40 hectares, l'équivalent de 60 terrains de football. Hauts de 180 mètres, ces engins comptent parmi les plus performants au monde. C'est la première fois en Afrique de l'Ouest que de telles éoliennes sont installées. Il a fallu les faire venir en bateau du Danemark, puis les assembler sur place au cœur de la savane sénégalaise, un défi logistique important. Pour transporter ces turbines, ces éoliennes, bon, la tour, elle était divisée en 5 morceaux, c'est-à-dire des morceaux au moins de 20 mètres chacun. Les pales, eux, ils mesurent 60 mètres de longueur. Donc vous imaginez quelle mission difficile était de les transporter à partir du port de Dakar jusqu'à ici, soit sur une distance de plus de 100 km. Le parc de Taïba Ndiaye est le premier projet éolien à grande échelle lancé en Afrique de l'Ouest. Un projet à 200 milliards de francs CFA entièrement financé par des investisseurs privés qui va permettre au Sénégal d'augmenter sa production d'électricité de 15%. Une électricité non polluante produite grâce à une ressource quasi inépuisable, le vent. Cette ferme éolienne, qui vient s'ajouter aux 4 centrales solaires ouvertes ces dernières années, montre l'ambition du Sénégal de devenir un leader des énergies vertes sur le continent. Mais le chemin est encore long, le pays est encore très dépendant des énergies fossiles comme le pétrole, et plus de 30% des Sénégalais n'ont toujours pas accès à l'électricité. Le poste de contrôle, situé à l'entrée du parc éolien, est le cerveau de la ferme de Taïba Ndiaye. Ce matin, Yassine Majdallah, le directeur du parc, vient vérifier que les éoliennes tournent. Alors on produit combien de mégawatts maintenant? Là, on est à 1,8 mégawatts. D'accord, ça veut dire qu'on a combien de machines à peu près? On a à peu près 2 machines, d'accord. Depuis leur ordinateur, ces ingénieurs peuvent voir en direct si les 46 éoliennes du parc produisent de l'énergie. Ils peuvent également savoir à quelle vitesse souffle le vent. Les équipes se relaient 24 heures sur 24, car l'éolien est une énergie dite intermittente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas disponible en continu. Des techniciens doivent donc contrôler la production en permanence. L'énergie éolienne est une énergie intermittente, donc il y a un caractère intermittent dans sa gestion. C'est-à-dire, dans par exemple le cas de Taïba Ndiaye, on produit beaucoup plus la nuit que pendant la journée. Il y a un gisement éolien très important dans la région. On essaie de capter le maximum avec nos machines, mais bien sûr, il y a des journées où il y a du vent, il y a d'autres journées où il n'y en a pas. Et nous, on ne peut pas produire quand il n'y aura pas de vent.
La production électrique du parc de Thai Ban Diaï est donc soumise aux aléas météorologiques, car le vent ne souffle pas toujours, ni avec une force suffisante. Pour que les éoliennes produisent de l'énergie, le vent doit souffler à un minimum de 15 km/h. Les pales se mettent en action et produisent ainsi de l'électricité. Celle-ci est directement acheminée au poste de contrôle grâce à des câbles souterrains. Il ne reste plus qu'à la transférer à une centrale de la Sénélec, la Compagnie nationale d'électricité. Une centrale située à seulement quelques centaines de mètres du poste de contrôle. C'est à partir de là que l'énergie produite par les éoliennes sera déversée dans le réseau national. C'est l'un des critères même du choix de ce site-là, c'est la proximité du poste de Tobène, de la Sénélec. Avec cette proximité, en fait, on n'a pas besoin d'avoir de grandes lignes d'évacuation, ni d'investir dans ces grandes lignes. On est à 500 mètres d'un poste existant, donc c'était encore plus rapide en termes de délai et en coût. Il a fallu 10 ans et des investisseurs privés très ambitieux pour que ce projet sorte de terre. Ce matin, au 10e étage de cette tour moderne du quartier du Plateau à Dakar, se tient une réunion importante. Bonjour. Bonjour. Cool. Masser Cissé est le directeur général de Lekela, l'entreprise britannique qui a construit et exploite le parc éolien de Thai Ban Diaï. C'est elle qui vend l'électricité produite à l'État sénégalais. Comme chaque jour, le directeur fait le point sur les prévisions de production avec ses équipes. Comme vous voyez ici, là, j'avais pris le rapport du 31 janvier. Là, on a le jour suivant, donc le 1er février. Quelles sont la production prévue et pour quelle heure? Donc, ils ont tous les détails et le nombre de turbines qui sont disponibles pour cette production-là. S'assurer que la production est conforme aux attentes est primordial, car l'entreprise a investi 200 milliards de francs CFA dans ce parc, avec des investisseurs danois et américains. Un projet qui, il l'espère, sera rentable d'ici 20 ans. C'est aussi un pari sur les énergies renouvelables dont le coût a longtemps été très élevé par rapport aux énergies fossiles comme le pétrole. Mais aujourd'hui, la donne a changé. L'investissement de départ est très lourd, mais la rentabilité sur la durée peut être très intéressante. Il y a quelques années, on disait que le renouvelable n'était pas encore compétitif. Là, je pense qu'avec la baisse des coûts depuis quelques années qui est très rapide, on arrive à un stade où le renouvelable devient moins cher que le thermique. On ne parle plus de compétitivité, on parle d'être moins cher maintenant. Des projets comme celui de Thai Ban Diaï, Lekela en a lancé plusieurs sur le continent, de l'Afrique du Sud au Ghana. Si les centrales sont longues à mettre en place, Masser Cissé en est persuadé, elles représentent l'avenir pour les pays africains. Des pays où l'électricité est principalement produite à partir de centrales thermiques. Ces centrales fonctionnent à base de fioul, un dérivé du pétrole qui est importé. C'est du fioul qui est importé. Donc, quand on parle d'importation, on parle de sortie de devises énormes pour ces pays. Non seulement c'est un marché qu'ils ne contrôlent pas, mais le marché du fioul lourd ou du baril de pétrole, il est en dollars. Donc, c'est une devise qu'il faut gérer, alors que nous, c'est le contraire. On n'a pas de fioul. Notre investissement initial, il est unique. Une fois qu'il est fait, on a cette stabilité et cette visibilité au niveau prix. Que le baril du pétrole monte à 100 $ ou à 200 $, ça n'a aucun impact sur notre prix d'énergie pour lequel on va être payé. Ce matin, Masser Cissé a rendez-vous à la Sénélec, la Société nationale d'électricité du Sénégal. Lekela a signé un contrat avec cette entreprise publique. Pendant 20 ans, elle va lui vendre l'intégralité de l'énergie produite par le parc de Thai Ban Diaï. C'était juste pour vous présenter les rapports de prévision de Taïba pour la semaine dernière, pour montrer un peu où est-ce qu'on en est au niveau de la production. L'énergie produite est vendue jusqu'à 50% moins cher que le pétrole. Une aubaine pour la Sénélec, alors que le fioul reste encore la source principale pour la production d'électricité dans le pays. Nous avons voulu diversifier notre parc en allant vers les énergies renouvelables, ce qui nous permet de réduire notre dépendance par rapport au fioul et au baril du pétrole. C'est presque comme si c'est 21 milliards par an
d'achat de combustible qui sont évités par Senelec. En plus de l'empreinte environnementale qui nous permet d'éviter l'équivalent de 300 000 tonnes de CO2 par an. Avec cette ferme éolienne, mais aussi les 4 centrales solaires inaugurées ces dernières années, le pays entend se positionner en locomotive des énergies vertes en Afrique. Au total, 25 à 30% du mix énergétique, l'énergie consommée au Sénégal, serait composée d'énergies renouvelables. Un choix politique qui n'est pas sans conséquences sur les populations locales. Pour construire le parc de Taïbandiaï et y implanter les 46 turbines, Lekela a dû racheter plus de 40 hectares de terre aux agriculteurs de la région, comme Abdou Gueye. Il est l'un des cultivateurs les plus impactés par le projet. Ici, c'est le manioc. L'arachide, c'est dans un autre champ. Les manguiers, en partie, c'est ici. Aujourd'hui, les pistes traversent ces champs et il cultive ses fruits et légumes à l'ombre des turbines. Au total, Abdou Gueye dit avoir perdu plus de 20% de ses terres, ainsi qu'une centaine de pieds de manguiers. Pour cela, il a été indemnisé par le constructeur du parc, tout comme l'ont été 410 autres paysans de la région. Abdou Gueye a reçu 12 millions de francs CFA, un montant qu'il juge insuffisant. Toutefois, il croit dans les retombées économiques du projet. Ils nous ont pris des terres qui auraient pu nous servir à l'agriculture toute la vie ou toute la vie de nos familles. Alors ces terres perdues, c'est perdu éternellement, on ne pourra plus les rattraper. Je compte surtout sur les retombées du projet, la santé, l'éducation, la formation et nous permettre d'avoir de l'eau aussi. Au total, Lekela aurait déboursé 500 millions de francs CFA pour indemniser les agriculteurs. L'entreprise aurait également investi 12 milliards de francs CFA pour construire 2 marchés et une salle informatique moderne dans le lycée de Taïbandiaï. Un enjeu d'image, car ce grand projet n'a pas toujours été bien perçu par la population. Si le parc éolien vient injecter 15% d'énergie de plus dans le réseau électrique sénégalais, il reste encore beaucoup à faire dans le pays. À l'heure actuelle, 30% de la population n'a toujours pas accès à l'électricité. Comme dans ce petit village, à quelques kilomètres seulement des éoliennes, où les enfants s'éclairent encore au feu de bois, en attendant que le vent tourne. Et pour parler énergie renouvelable, une nouvelle invitée nous a rejoint, Madame Yakiema Kouyaté, directrice générale de Dynamic Technologies, spécialisée dans l'énergie solaire. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous sur le plateau de Made in Africa. Alors, je viens vers la Banque africaine de développement. Aujourd'hui, l'éolien, est-ce que c'est un choix pertinent pour le continent africain? L'éolien est un choix pertinent pour l'Afrique, tout comme les autres sources d'énergie renouvelable. Selon une récente étude de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, l'Afrique, d'ici 2030, sera le leader mondial en matière d'énergie renouvelable. L'Afrique pourrait atteindre une capacité d'environ 310 gigawatts. C'est dans 10 ans, hein? Dans 10 ans. Donc, c'est un continent où les ressources, que ce soit l'éolien, que ce soit le solaire, que ce soit l'hydroélectricité, que ce soit le géothermique, a un potentiel énorme. Maintenant, pour revenir à l'éolien, pour l'Afrique, c'est pertinent. Mais ça dépend du contexte, ça dépend des caractéristiques climatiques, géographiques du pays ou bien de la localité où le projet va se faire. Il faut bien faire l'étude. Il faut bien faire une étude pour identifier les opportunités. Alors, Madame Kouyaté, aujourd'hui, l'énergie éolienne, comment vous analyseriez les forces et les faiblesses de cette énergie? En termes de force déjà, je dirais comme toute énergie renouvelable, il y a le fait qu'il y a la protection de l'environnement qui est par derrière, un enjeu très capital. Et l'éolien, comme l'énergie solaire, comme l'hydraulique, comme plus ou moins la biomasse, arrive à réduire le taux de CO2, c'est-à-dire de carbone,
qui est toxique pour l'environnement. Alors vous êtes tellement convaincante et convaincue que je me demande s'il n'y a pas de faiblesse quand même pour l'éolien. C'est clair qu'il y a des faiblesses. Notamment l'intermittence, le phénomène de l'intermittence dont il parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que ce n'est pas à tout moment qu'on a le vent. Comment on gère l'intermittence? Alors en intermittence, ce qu'on fait, on essaie de stocker l'énergie qu'on a captée dans des batteries, c'est-à-dire dans des équipements qui permettent d'avoir du stock pendant un certain moment. On se rend compte aujourd'hui qu'on parle d'une énergie qui est moins chère que l'énergie fossile, mais ça n'a pas toujours été le cas, parce que nous, quand on a le sentiment qu'il y a des moments où le renouvelable a été considéré comme plus cher que le pétrole. Pourquoi est-ce que ça a changé? Tout à fait. C'est parce que je pense qu'on a évolué. La recherche a évolué, a permis donc de fournir des technologies de plus en plus adaptées et moins coûteuses, mais on a eu l'offre de technologie, mais on a eu la demande de technologie aussi qui a augmenté. La plupart des pays en Afrique, quand vous prenez les pays d'Afrique du Nord, notamment le Maroc ou même d'Afrique australe, sont en train d'avancer résolument vers l'utilisation de ces énergies renouvelables. En deux mots, vous croyez, vous, en l'éolien en Côte d'Ivoire? Il y a une étude sur justement le potentiel des énergies renouvelables en fonction des différentes technologies. L'éolien n'est pas ce qui est privilégié. Je pense que pour l'instant, c'est surtout le solaire et la biomasse. Mais il faut, quoi qu'il en soit, accélérer le processus. On a quand même 200 milliards de francs CFA qu'on investit à Taïba Ndiaye et on s'atteint une rentabilité sur 20 ans. C'est ça la norme? Bon, c'est la norme et surtout que c'est la première centrale, la plus grande en Afrique de l'Ouest, comme l'a dit le reportage. Je suis sûr que d'ici quelques années, d'autres centrales vont venir sur le marché et les coûts aujourd'hui, l'une des faiblesses justement de l'éolien, c'est que les coûts sont assez importants. Mais je pense que ces coûts vont réduire au fil du temps. Avant tout, c'est le coût d'investissement. Les coûts d'investissement dans l'infrastructure coûtent un peu plus cher. Et après, il y a les coûts de maintenance. Et tout cela, au fil du temps, et heureusement, on a des investisseurs qui voient le long terme, qui ne sont pas obnubilés par les profits à court terme. Et ça, c'est des investisseurs à encourager justement dans ce genre de projet. Vous avez été approché pour ce projet? Oui, récemment, il y a une semaine, j'étais à Dakar et justement dans le cadre d'un B2B avec les entreprises sénégalaises et canadiennes, nous, on a été approché pour ce projet, comme pour beaucoup d'autres d'ailleurs sur le continent. Est-ce que vous financez et avez-vous financé des projets dans le secteur, des projets similaires, notamment de cette envergure déjà? Regardons Taïba Ndiaye, est-ce que vous avez fait quelque chose comme ça déjà? Oui, on a fait des choses de ce genre déjà avant cela. Je donne à titre d'exemple le projet éolien Kabeolika au Cap-Vert. Vous savez que c'est une petite île mais où il y a beaucoup de vent. Donc nous avons appuyé la construction d'une première centrale éolienne qui est déjà opérationnelle d'ailleurs, de 10 MW. Donc, et également, il y a un projet éolien au Kenya, sur le lac Turkana, qui est beaucoup plus grand, 300 MW, que la banque a financé. Concrètement, est-ce que le Sénégal pousse en termes d'énergie renouvelable? Est-ce qu'on le ressent? On le ressent. Moi, je l'ai ressenti, comme je l'ai dit, il y a une semaine à Dakar, où le ministre de l'économie et du plan du Sénégal, qui était l'ancien vice-président de la banque en charge de l'énergie, et pousse beaucoup pour l'introduction des énergies renouvelables dans son pays. Alors, vous êtes dans le solaire, Madame Kouyaté. Dites-nous, quel est l'état aujourd'hui du solaire en Côte d'Ivoire? On peut dire que c'est un état encore embryonnaire, comme déjà à l'image même de l'Afrique. C'est maintenant que ça rentre dans les mœurs des uns et des autres. C'est maintenant que l'État réellement s'engage avec des projets en vue dans le domaine du solaire. Plus précisément, on a avec l'agence, la coopération allemande, où l'État aujourd'hui a engagé un projet de la construction de la première centrale solaire au niveau de Boundiali avec 37, et quelques mégawatts. Quelle est l'énergie qui a plus de chances de se développer en Côte d'Ivoire, renouvelable? Ma préférence, c'est quand même la biomasse. Ok, d'accord. Parce que nous sommes un pays agricole. Et l'idée, c'est qu'on a une centrale déjà à biomasse qui est en train d'être développée en Côte d'Ivoire. Et l'idée, c'est que toutes les productions agricoles produisent des déchets organiques. Et la valorisation de ces déchets permet notamment de produire de l'électricité. Donc il y a un potentiel vraiment
très important. Presque illimité. Hein, illimité, pratiquement. Puisqu'on continue de produire. C'est une ressource renouvelable. Alors, concrètement, Madame Koyaté, comment est-ce que votre travail en fait, a un impact sur un meilleur accès à l'électricité? Notre travail consiste à créer des petites sources d'énergie pour les populations qui n'ont pas accès à l'électricité. Autonomes qui ne sont pas sur le réseau. Exactement. On ne paye pas de facture à la fin du mois. On ne paye pas de facture. On paye seulement l'investissement pour pouvoir installer. L'installation est censée coûter assez cher. Comment est-ce que vous ciblez les populations des zones rurales? Vous savez que nos villages ont la chance d'être organisés en mutuelle. Oui. C'est-à-dire qu'il y a la population villageoise, mais il y a aussi des cadres de ce village-là qui arrivent à se mettre ensemble pour pouvoir avoir des actions de développement pour les différents villages. Donc, et ce sont ces cadres-là que nous touchons. Ça peut coûter combien, par exemple, d'installer des équipements dans un village? Une petite installation, même, j'allais dire, même il y a des kits même qu'on peut avoir à 50 000 francs. Par exemple, je prends Mais pour un village? Non, pas pour tout un village, pour un foyer dans un village, par exemple. C'est-à-dire pour une famille dans un village. À partir, et là, avec 50 000 francs, on a... Avec 50 000 francs, on peut avoir... On charge le téléphone? On charge le téléphone, on peut avoir au moins l'éclairage, une lampe à la maison, c'est tranquille. Alors, Marc Dobré, là, elle insiste sur ces solutions qui ne passent pas par l'opérateur, donc qui sont hors réseau. Est-ce que vous pensez que c'est stratégique aujourd'hui dans nos pays, commençons par la Côte d'Ivoire, d'investir dans ces solutions off-grid? Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que ça fait partie de la stratégie? Oui, je pense que le off-grid est définitivement une piste, une orientation stratégique que le gouvernement est en train de mettre en œuvre. Là où on veut être et où on doit être, c'est beaucoup plus au niveau des solutions off-grid, parce que nous avons la capacité, nous avons la technicité, et maintenant il faut que les pouvoirs publics puissent mettre en place ces dispositifs pour permettre à ces PME d'être sur le terrain et d'être dans les jeux. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir du 100% énergie renouvelable dans le mix énergétique? Moi, je pense que c'est possible, mais... Est-ce que c'est souhaitable? C'est souhaitable, c'est ce qu'on souhaite tous. Maintenant, dans le contexte de l'Afrique et même dans les autres pays, on parle de transition. La transition doit se faire. Transition, ça veut dire qu'on quitte un état A vers un état B qui est désiré. Mais pour le moment, le mix est dominé par encore l'énergie thermique. Mais je pense que progressivement, on va vers le renouvelable. C'est l'avenir. Il y a des solutions naturelles que des populations peuvent utiliser déjà dans le sens de la protection de l'environnement. Ça demande de la pédagogie, ça? Bien sûr, ça demande de la pédagogie. Et vous en faites? Bien sûr, le Green Cluster est mis en place pour cela, pour faire de la promotion. Il y aura des journées de sensibilisation de la population dans le sens de pouvoir épouser les énergies renouvelables. Très bien. Alors, on l'a vu quand même, parce que la question clé, c'était le financement dont on a parlé, et c'est extrêmement important. Et là, on a vu au Sénégal, c'est un poids lourd britannique qui est à l'origine du projet. Est-ce qu'on peut croire qu'il existe aujourd'hui des acteurs africains suffisamment puissants en matière de renouvelables? Moi, j'en vois des acteurs africains qui commencent à s'intéresser aux renouvelables, y compris ceux qui sont sur le continent et comme ceux qui sont à l'extérieur du continent. J'ai rencontré récemment des acteurs africains basés au Canada, en France, aux États-Unis, qui sont en train de chercher des opportunités d'affaires dans ce secteur-là pour venir se réinstaller sur le continent et investir leur argent sur le continent. Donc c'est quelque chose que nous verrons de plus en plus d'ici peu. Marc Dobré, on va finir avec vous. Est-ce que l'Afrique peut prendre une véritable avance sur la question, la prise de conscience, mais également les actions en faveur de l'énergie renouvelable? Je pense que tout dépend de nous, Africains. C'est une opportunité. Nous sommes en face d'une situation difficile, une contrainte, parce que nous sommes affectés de plein fouet par les changements climatiques notamment, mais c'est en même temps une opportunité pour nous les Africains, à travers les opportunités économiques, les opportunités sur les énergies renouvelables, mais aussi dans les autres secteurs, de développer des stratégies, de renforcer nos capacités, d'aller chercher les financements et de mettre en œuvre ces projets pour le bien-être, le bénéfice de nos communautés, de nos populations, mais surtout en préservant l'environnement
pour une économie durable et une économie verte. Merci d'avoir été avec nous, c'est la fin de cette émission. Merci aussi à vous d'avoir suivi ce numéro de Made in Africa. Et n'oubliez pas, tous les entrepreneurs verts, il y a des financements pour vous que vous soyez accompagnés. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphants Africa. Merci aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un tout nouveau numéro de Made in Africa. En attendant, bonne suite de programme sur RTI 1 et merci pour votre fidélité.